présence et merci Elodie. Donc, nous sommes réunis ensemble pour une bonne heure sur le thème « Développer le leadership transformationnel pour tous ». 21 jours pour booster la transformation. Alors, la transformation de qui, de quoi? Celle des organisations, celle du monde, qui interroge peut-être la nôtre. Donc, on va y venir au travers cette présentation. Ce que je vais vous dire maintenant est inspiré de la méthode développée par Christine Levicki, qui est l'auteure du best-seller que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « J'arrête de râler ». Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont lu ce livre et ses déclinaisons? Donc, si vous voulez le mettre dans le chat, voir un petit peu si vous connaissez cet auteur. Christine est coach, elle est conférencière et spécialiste du leadership. Et elle a écrit avec Emmanuel Nave, qui est DRH chez Groupama, « J'arrête de râler au boulot » en 2018. Alors moi-même, je suis Ida Génari-Elichery, je suis ambassadrice de cette méthode et partenaire de First Group. Je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, psychologue indépendante et coach certifié d'HEC Paris. J'ai exercé pendant 15 ans des fonctions RH de direction dans des grands groupes, Air France et la SNCF pour ne pas les citer. Et j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche, laboratoire universitaire de Paris 5, qui s'appelle Laboratoire Adaptation, Travail et Individu. Et j'ai enseigné et j'enseigne à la fac la psychologie du travail. Alors, pourquoi parler aujourd'hui du leadership transformationnel et en particulier dans cette période que nous vivons tous ensemble? D'abord, peut-être se dire qu'est-ce que c'est le leadership transformationnel? Alors, le leadership transformationnel, c'est cette capacité que nous pouvons avoir à connaître et à déployer nos ressources, notre pouvoir d'agir, notre pouvoir de penser, notre pouvoir de décider, notre pouvoir aussi de coopérer et de mobiliser ou de se mobiliser face aux situations que nous rencontrons. C'est donc une posture, en fait, qui nous permet de sortir des positionnements de victime, la victime qui va subir la situation, et aussi de sortir des postures de sauveur, celui qui va tout endosser, ou encore d'accusateur, celui qui va pointer du doigt les coupables. Ces trois positionnements, ils ont été très très bien décrits par un monsieur qui s'appelle Karpman et qui a dessiné le fameux triangle de Karpman, ce qu'on appelle le triangle dramatique. Moi, je l'appelle le tourniquet infernal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on monte sur le siège sur un des sièges de ce tourniquet, soit la posture de la victime, soit la posture du sauveur, soit la posture d'accusateur, eh bien on se met à tourner en rond et on s'enferme, d'où le triangle dramatique et la situation infernale, c'est le fait d'être dans un enfermement. Donc l'idée là, c'est vraiment d'aller vers une posture créatrice de solutions, une posture créatrice et d'apprentissage et de progrès continu et de développement. Donc le leadership transformationnel, c'est vraiment basé sur cette idée que chacun d'entre nous, on peut se développer, on peut apprendre et on peut créer. Donc je m'appuie ici en particulier sur les travaux de Carol Dweck, qui est une chercheuse américaine en psychologie et qui, après des années de recherche, a publié un ouvrage qui s'appelle « Changer d'état d'esprit, nouvelle psychologie de la réussite », où elle nous y explique que finalement, on peut diviser la population en deux catégories. Une première qui aurait un état d'esprit dit de développement et la seconde qui aurait un état d'esprit dit fixe. Donc ça, c'est un certain nombre d'années de recherche qui lui a permis de modéliser ces deux catégories d'état d'esprit. Et donc le premier, et celui qui concerne l'état d'esprit de développement, il est plus propice à la réussite et on va y venir au fil de notre discussion. Donc avec la crise que nous traversons, les questions qui pouvaient déjà être des questions vivantes hier, eh bien elles sont d'autant plus prégnantes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va accompagner les membres de l'organisation à dépasser certains inconforts liés à nos transformations et à cette transformation
issus de cette crise en particulier. Comment pouvons-nous permettre de développer les ressources internes de chaque collaborateur et de libérer le plein potentiel de chacun d'entre nous? Et puis, comment allier la question de la performance et du bien-être? Donc, nous allons tenter maintenant de partager avec vous quelques propositions afin de permettre au collectif d'agir face aux circonstances de la vie en général et de notre vie professionnelle, de créer des solutions qui vont être nouvelles et adaptées, de déployer notre contribution active à la culture de l'entreprise et aussi au développement des valeurs et aux projets, et puis de développer finalement, on va le voir, 3 postures: la posture de responsabilisation, la posture d'ouverture et la posture de coopération. Donc pour cela, on va aborder on va passer par 3 étapes. D'abord, nous parlerons de ce monde qui bouge, dans lequel nous vivons actuellement, puis de ce qui finalement est difficile dans les changements que nous traversons. Et puis enfin, je vous présenterai une proposition, et si nous développions ce fameux leadership transformationnel. Donc, je vais dérouler un certain nombre de points. Il y a des moments où je rentrerai aussi en interaction avec vous. Vous pouvez tout au long noter vos remarques ou vos questions dans le chat, puisqu'on va à la fin prendre un temps d'échange ensemble. Et Ida, donc, tu parles d'un monde qui bouge, donc dans quel contexte on vit aujourd'hui? Alors peut-être, oui, commencer par faire un point là-dessus. Je voudrais d'abord partager avec vous une phrase que j'ai entendue lors d'une intervention au séminaire digital interentreprise NetExplo. C'était en février 2019. Il y a un intervenant qui monte sur scène et qui nous dit « Nous connaîtrons plus de changements dans les 10 prochaines années que dans les 30 dernières ». Moi, cette phrase-là m'a frappée et il semble que nous y soyons là pour de bon. Alors, les économistes parlent depuis quelque temps déjà d'un monde VUCA ou VICA en français, pour dire un monde volatile, imprévisible, complexe et ambigu. Alors en effet, depuis plusieurs années, on dirige les entreprises dans une certaine incertitude, dans une certaine difficulté à prévoir, avec des révisions de plans stratégiques qui parfois se font jusqu'au trimestre. Donc ça va très vite. Et en réalité, ça va plus vite que notre capacité humaine, cognitive, émotionnelle, affective à l'intégrer. Olivier Houdet, qui est un professeur en psychologie du développement, a écrit un article qui s'intitule « Vos équipes saturent du changement ». Pas en termes de posture, mais vraiment en termes de saturation sur le plan psychique et neurologique. Et bon, pour faire une analogie, c'est vraiment une question de bande passante finalement. Quand ça sature au niveau cérébral et quand ça sature dans nos ordinateurs, eh ben, ça passe plus, ça bug. Et est-ce que tu aurais une illustration alors concrète de ce contexte VUCA? Concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, oui, c'est vrai que jusque-là, et je l'ai vécu dans les organisations quand je venais voir les managers et qu'on parlait de ces sujets-là, ça restait encore un peu un concept d'économiste et de prospectiviste, un truc un peu encore flou. Et donc on pouvait se dire c'est une projection théorique du monde et on ne se sent pas réellement concerné. Ici, avec l'expérience que nous vivons collectivement, mondialement, eh ben, on ne peut plus ne pas voir ce que signifie cette expression. Et donc, si on décline, par exemple, concrètement ce que signifie le monde VUCA au coronavirus, eh ben, on peut le décrire très concrètement. Je reprends les termes. Le premier terme, c'est volatile. Parce que coronavirus, oui, il est volatile. Il est même très volatile. Il est partout. Il est insaisissable. Il est imprévisible, oui. Les statistiques bougent en permanence, la compréhension de son mode de propagation est complètement instable. Il est complexe, il est même systémique, puisqu'il touche tous les pans de notre société dite moderne, donc économie, la politique, le législatif, l'organisationnel, le travail, le culturel. Et puis, il est ambigu, puisqu'il est à la fois un risque
immense. Il cause la mort à plusieurs sens du terme. Et puis, en même temps, il est l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. On a vu cette expression fleurir, hein, et, y compris dans la bouche de notre président, le monde d'après. Mais quel monde d'après? Donc, on voit une mobilisation autour de ce que ça pourrait être et cette envie de rebondir et de créer quelque chose autour de l'économie responsable, durable, une nouvelle économie centrée sur la vie, ça c'est Jacques Attali qui en a parlé, ou sur une économie de la connaissance, comme a pu en parler Idriss Aberkane depuis déjà quelques années. Donc, voilà, on a vraiment là la concrétisation, en fait, de ce que veut dire ce monde VUCA. Et on pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais là, on a un petit peu vraiment le modèle. Donc, nous y sommes. Et en même temps, eh bien, tout cela est en effet assez difficile à gérer pour soi, assez difficile à gérer quand on a la responsabilité d'équipe et la responsabilité de projet à mener. Donc, finalement, la question est que faire? Que faire dans cette situation pour ne pas rester bloqué? Parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on se désespère, ou bien, et c'est possible, on se met à développer notre capacité cognitive, émotionnelle, affective, relationnelle à absorber ce changement. Parce qu'en fait, c'est possible. Il est possible d'augmenter notre bande passante. Il est possible de puiser et de développer nos ressources pour nous adapter et créer dans ce nouvel environnement. Je vais vous donner une petite analogie. C'est comme si finalement on était collectivement au bord d'une piscine et qu'on ne sait pas trop bien nager. Et donc on peut avoir deux attitudes. On se dit soit j'irai jamais, soit j'y vais sans me préparer. Les deux choix sont assez risqués. Ne pas plonger dans la piscine, c'est peut-être se priver du plaisir, du bonheur de découvrir qu'on peut flotter, qu'on peut se rafraîchir grâce à l'eau. Et puis y aller sans apprendre à nager, c'est peut-être prendre un grand risque et se mettre en danger. Alors la bonne nouvelle, eh bien, c'est que pour pouvoir en profiter, il y a des possibilités d'apprendre à nager et il est possible de se faire aider pour cela, possible d'utiliser des outils, la bouée en étain par exemple, ou bien de faire appel à des experts qui peuvent nous apprendre, donc un moniteur. Et donc petit à petit, on peut devenir de plus en plus autonome et voire oublier qu'à un moment, eh bien, on ne savait pas nager. Et alors, au fond, qu'est-ce qui nous met si inconfortable? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on bloque face à ces changements? Alors, quand on est au bord de la piscine, je continue à filer la métaphore, et qu'on ne sait pas nager, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on perçoit bien qu'il y a un danger. On comprend bien qu'on peut se noyer. Donc, le changement, c'est pareil. Si on ne sait pas y aller, eh bien, on se protège. Et donc, c'est normal, c'est même plutôt sain de la part des individus de ne pas se jeter dans quelque chose qui leur apparaît comme dangereux. Donc, moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas globalement de personnes réfractaires au changement, sauf posture idéologique, et on en connaît, j'en ai connu quelques-uns, mais globalement, il y a simplement des humains qui ont plus ou moins développé des ressources d'adaptation, de flexibilité. Et ça va dépendre d'un certain nombre de choses, hein. Ça va dépendre de leur histoire personnelle, de leur environnement, des rencontres qu'ils ont pu faire, des situations qu'ils ont vécues. Et donc, si cette capacité, en fait, à mobiliser leurs ressources n'est pas présente, eh bien, l'idée, c'est vraiment de montrer le chemin, d'inspirer, de proposer l'exemple, d'être modèle, en fait, pour que ces personnes puissent découvrir leur potentiel, qui parfois est insoupçonné, et découvrir également des possibilités qui jusque-là étaient pour eux inconnues. Et donc concrètement, comment ça se passe si on veut développer ces nouveaux comportements? Comment reprendre les situations en main? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, hein, il y a une injonction quand même qui est présente dans les organisations, qui est l'injonction à changer et à s'adapter au changement.
Et donc, on va se confronter à plusieurs obstacles. D'abord, celui dont je viens de parler, c'est l'autoprotection. Et le deuxième, c'est la force des habitudes. Quand on introduit une nouveauté, ça peut être un logiciel, ça peut être un nouveau manager, ça peut être un nouveau collègue, une nouvelle organisation, un nouveau produit, une nouvelle stratégie, eh bien, on vient d'abord bouleverser des habitudes de travail sans que nous en percevions d'emblée l'intérêt pour nous et pour l'organisation. Ce qui est très intéressant avec ce qui vient de se produire dans le cadre du confinement, c'est que, par exemple, on va prendre l'exemple de changement qu'il y a eu, c'est le télétravail. Et globalement, il y a quand même eu une adaptation rapide et plutôt positive au télétravail et qui s'est faite très vite. Pourquoi cela a fonctionné ? Ça a fonctionné parce que tout le monde a compris très vite l'intérêt de s'y mettre dans cette période de confinement. Le pourquoi on le faisait était très clair. Il était là, il était visible, concret. Pour les transformations plus stratégiques, organisationnelles, structurelles, et donc celles qui vont venir bientôt et qui sont déjà venues, c'est parfois beaucoup moins perceptible pour l'ensemble des acteurs de l'organisation et donc moins mobilisateur. Et donc, on préfère rester dans ce qu'on connaît. Alors, pourquoi ? Parce que changer, c'est très inconfortable. Et pour illustrer ça, je vais vous proposer qu'on fasse une expérience maintenant, tous ensemble. On va regarder ensemble ce que c'est que le changement et les effets que cela produit sur nous tous. Et aussi, du coup, l'inconfort qu'il nous faut dépasser. Cette expérience que nous allons faire ensemble est une des plus connues, des plus reproduites en psychologie cognitive. Elle a presque un siècle, c'est une expérience qui date des années 30. Et on peut maintenant, grâce aux IRM, eh bien, voir ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait la tâche que l'on va faire ensemble maintenant. Certains d'entre vous la connaissent peut-être parce qu'elle est vraiment très connue. Je vous invite vraiment à ce que nous la fassions tous ensemble. Donc, ouvrez vos micros et on va, à voix haute, tous ensemble, faire la première tâche qui consiste à nommer les couleurs que vous allez voir apparaître à l'écran. Vert, rouge, vert, violet, jaune, vert, rouge, vert, bleu, vert, bleu, bleu, jaune, vert, jaune, jaune, vert, bleu, jaune, vert, bleu, rouge, vert, rouge, vert, bleu, rouge, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, bleu. Bon, ça se passe bien pour tout le monde, j'ai l'impression. Super. Je propose une deuxième tâche qui consiste à lire les mots qui vont s'afficher devant vous. Donc pareil, à voix haute, tous ensemble. bleu, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, bleu, rouge, jaune, vert. Excellent. Alors, essayez de voir déjà si vous mesurez une différence entre les deux tâches. Est-ce qu'il y en a une qui est plus confortable que l'autre, plus rapide que l'autre, voir pour chacun d'entre vous, voilà, s'il y a une différence sur les deux propositions. Et maintenant, je vous propose de faire cette troisième tâche qui consiste à nommer la couleur des mots. Jaune, vert, rouge, bleu, vert, jaune, bleu, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, jaune. J'entends des rires. J'entends des rires. Ok, bon, alors d'abord bravo et merci d'avoir joué le jeu de cette expérience. Et je vous invite à regarder ce qui s'est passé pour vous sur cette troisième tâche. Peut-être à aller vraiment regarder
la sensation. Quelle est la sensation que vous avez maintenant? Si vous connaissez l'expérience, moi, je me fais avoir à tous les coups. Hein, je présente souvent cette expérience. C'est l'expérience qui s'appelle l'effet Stroop. Moi, je me fais avoir, hein, c'est-à-dire que le premier, là, je dis bleu tout de suite, et je mets un petit temps voilà, arriver à me concentrer et à pouvoir dire et à pouvoir faire la tâche qu'on me demande, c'est-à-dire nommer la couleur et ne pas lire le mot. Donc, peut-être que vous avez ressenti une certaine gêne, un inconfort, une tension même peut-être, voire un effort sur cette troisième consigne. Et donc, je vous invite à mettre dans le chat peut-être justement ce que vous avez vécu et vos ressentis. Ce qu'on a fait là, donc cet effet Stroop, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psychologue une situation de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux tâches que l'on a à réaliser. Ce qui signifie en fait que pour mettre en place une nouvelle habitude, ici celle de nommer la couleur, eh bien nous devons inhiber une fonction qui est automatique, qui est une habitude beaucoup plus forte, ici celle de la lecture. Et la lecture, en effet, est une habitude beaucoup plus puissante, beaucoup plus ancrée en fait au niveau cérébral que la dénomination des couleurs. Pourquoi? Parce qu'on a appris ça tout petit et on le fait tout le temps. Je vous invite, si vous avez quelque chose d'écrit autour de vous, sur là où vous êtes, sur votre bureau ou autour de vous, à poser les yeux sur quelque chose qui est écrit. A priori, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire, sauf si vous faites vraiment un effort très, très conscient d'inhibition. Et encore, ça paraît vraiment très, très difficile. En revanche, vous ne nommez pas les couleurs de manière spontanée. Si vous êtes rentré dans votre bureau ce matin ou là où vous êtes, eh bien, je doute que vous ayez dénommé toutes les couleurs autour de vous. D'ailleurs, ce serait assez insupportable. Hein, imaginez si, de manière automatique, on se mettait à nommer toutes les couleurs qui sont autour de nous. Donc, vous lisez plus souvent que vous ne dénommez les couleurs. Mais si demain, par exemple, nommer une couleur devenait la norme, devenait l'habitude utile que nous devrions utiliser tous les jours, eh bien, vous pourriez en fait muscler votre cerveau pour en faire un automatisme. Eh bien, nos changements vécus au travail, c'est exactement la même chose et ça provoque ce même inconfort quand on a du coup à switcher sur une nouvelle tâche. Et on est plus ou moins doté des ressources pour le faire, de cette capacité d'inhibition. On n'est pas forcément tous égaux par rapport à ça, on n'est pas forcément tous entraînés de la même manière. Je vous disais que j'ai travaillé longtemps à la SNCF et j'ai travaillé notamment avec les aiguilleurs de la SNCF. Eh bien, pour eux, cette tâche, elle est plus facile que pour d'autres personnels. Pourquoi ? Parce que c'est leur métier, en fait, dans le quotidien, vérifier des consignes de sécurité et inhiber des automatismes qu'ils pourraient avoir et qui seraient du coup dangereux pour la circulation. Donc, ils sont très habitués à faire cette tâche d'inhibition. Et donc, quand je le faisais en réunion avec eux, eh ben, ce sont des personnes qui vont beaucoup plus vite, par exemple, pour arriver à faire cette tâche. Alors ensuite, eh bien, comment on fait pour dépasser cet inconfort et finalement pour se muscler ? Donc, c'est la proposition des 21 jours pour booster la transformation et adopter une nouvelle posture, celle du leadership transformationnel pour tous, à tous les niveaux de l'organisation. 21 jours, en fait, c'est le temps dont nous avons besoin pour créer de nouvelles habitudes. Il s'agit de 21 jours consécutifs de musculation cérébrale. En fait, nos comportements, ils sont codés au niveau neurologique. Ce sont des connexions de neurones. Et quand l'habitude est tenace, comme celle de la lecture, hein, ce sont des millions de neurones qui sont connectés très fortement les uns aux autres et qui nous permettent en fait de diffuser l'information, de diffuser l'influx nerveux. On pourrait le comparer à de la 5, 6, 7G, hein, tellement ça va vite. Et c'est ce qu'on appelle les autoroutes neuronales. Alors, c'est très utile et nous en avons absolument besoin pour mener nos routines du quotidien. Là aussi, ce serait l'enfer hein, si, par exemple, tous les matins, vous vous réveillez en vous demandant, et c'est le cas dans certaines pathologies, hein, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?
qu'est-ce que je dois faire pour sortir de mon lit, comment je dois bouger ma jambe, sur quel bouton je dois appuyer sur la fameuse machine à café. Donc, c'est très utile et nécessaire dans notre vie quotidienne. Simplement, ça peut aussi nous enfermer quand on a besoin de s'adapter et de changer d'habitude face à des situations. Et donc, c'est là où il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la plasticité cérébrale, c'est pour ça que je parle de musculation, c'est vraiment comme notre cerveau est comme un muscle qui va nous permettre, par entraînement, de créer de nouvelles connexions et donc de nouveaux comportements et de nouvelles manières de réagir face aux situations. Et donc, globalement, ça prend 21 jours consécutifs d'attention consciente sur nos postures et ce que l'on met en place face aux situations que l'on rencontre. Et d'attention, en fait, pour développer ces nouvelles habitudes. Donc, pour développer ces nouvelles postures en 21 jours et faire grandir ce leadership transformationnel, eh bien, on peut s'appuyer sur un certain nombre de points, voilà, que nous allons voir maintenant avec le slide suivant. Voilà. Alors, pour le faire concrètement dans les organisations, il s'agit d'abord d'orienter nos efforts de réflexion et d'accompagnement sur l'état d'esprit et les valeurs qui vont être partagées dans l'organisation. Alors pourquoi? C'est Scheller qui a démontré en 2017, au travers de ses recherches, quels étaient les critères qui corrèlent le plus avec la réussite des projets. Et donc, il a dégagé un certain nombre de corrélations entre des critères qui sont ici, sous forme d'oignons, et la réussite des projets. Et il a pu montrer que ce qui est le plus invisible, c'est-à-dire ce que nous avons dans notre tête, eh bien, c'est ce qui a le plus d'impact sur la réussite et sur l'adaptation au changement. Ça a bien plus d'impact que ce qui est visible et que nous connaissons tous, que nous pouvons partager de manière visible dans les organisations, à savoir nos outils, nos méthodes, nos processus. Donc, tout ça est évidemment nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je reprends ce que dit Carol Dweck, dont je vous parlais au départ, quand elle décrit l'état d'esprit de développement et l'état d'esprit fixe. Le premier, qui a un état d'esprit de développement, croit que tout bouge tout le temps et que nous sommes en mesure de nous adapter et d'apprendre. C'est vraiment une posture et un état d'esprit qui est dans l'apprenance permanente et le progrès continu. Le second, les personnes qui ont plutôt un état d'esprit fixe, eh bien, elles croient que les choses sont déterminées et qu'elles ne peuvent pas changer. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est plutôt la première manière de penser qui permet de passer les transformations et les difficultés et les étapes de vie. Alors, on pense que ça peut être intéressant à ce stade que vous mettiez peut-être dans le chat où est-ce que vous pensez que votre organisation est actuellement? Est-ce que vous êtes rentré dans le fond de l'oignon? À quel stade d'épluchure êtes-vous dans vos organisations? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur les outils et les méthodes, sur les pratiques partagées, sur les principes d'action? Est-ce que vous travaillez sur les valeurs et sur l'état d'esprit et de quelle manière? On pourra partager ensuite lors de l'ouverture des micros. On va prendre le temps d'ici quelques minutes pour vraiment partager ensemble. Alors ensuite, pour accompagner le développement de cet état d'esprit de développement et de leadership transformationnel, il y a trois valeurs clés. On va vous les montrer tout de suite avec le slide suivant. Ces trois valeurs clés, c'est la responsabilité, l'ouverture et la coopération. La responsabilité, c'est vraiment au sens premier du terme. Moi, je travaillais dans une organisation où on confondait parfois la responsabilité, la notion de responsabilité et la notion de culpabilité. Là, on est vraiment sur le premier sens du terme, c'est-à-dire l'habilité à répondre aux situations que nous rencontrons. La deuxième posture, c'est la posture d'ouverture.
c'est-à-dire comment je me regarde, comment je considère mon éventail de comportements et comment je peux imaginer qu'il en existe tout un tas que je n'ai peut-être pas encore exploré. Et puis comment je regarde aussi le monde qui est autour de moi et les personnes avec un nouveau regard. Et la troisième posture, c'est la posture de coopération. C'est-à-dire que ces changements et cette rapidité dont on a parlé, qui est trop en fait pour un seul cerveau, qui va nous faire saturer, eh bien on a finalement besoin de mobiliser les intelligences de plus en plus. Et donc c'est ce terme qui apparaît en ce moment et quand on parle d'intelligence collective. Donc pour développer ces trois postures, il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord d'identifier que la transformation, eh bien, elle commence par soi d'abord. Comment est-ce que je peux changer moi? Il y a une transformation qui est à l'extérieur de moi. Eh bien, comment est-ce que je peux changer à mon niveau face à cette situation? Le deuxième pilier, c'est le fait d'apprendre à fixer aussi le cadre et ses limites. C'est pas parce qu'on va moins exprimer un certain inconfort qu'on va tout accepter, bien au contraire. Puisque le troisième point va consister à apprendre à exprimer ses besoins pour être entendu et co-construire des solutions, mettre en place un certain nombre d'accords, formuler ses attentes. En quatrième point, l'idée, ça va être d'apprendre à mettre en valeur les réussites et les apprentissages et à être très focusé sur le positif et ce qui fonctionne, de manière, plutôt que de faire des bilans sur le passé, de faire des états des lieux et de se projeter vers l'avenir. Et puis enfin, ça va être l'idée de se donner la permission de prendre soin de soi pour prendre soin de la relation aux autres. Là, l'analogie qu'on prend souvent, c'est celle des consignes de sécurité dans les avions. C'est pas pour rien, en fait, que les hôtesses et les stewards nous invitent à d'abord mettre le masque à oxygène sur nous avant d'équiper éventuellement les personnes qui seraient autour de nous. C'est parce qu'on ne peut pas oxygéner l'autre si on ne sait pas oxygéner soi-même. Donc, dans ce 5e pilier, l'idée, c'est vraiment de pouvoir revenir au prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et question, en tant que manager, ok, j'ai analysé mon état d'esprit, j'ai passé outre, j'ai fixé les limites, le cadre, mais quand j'arrive devant mes équipes, j'ai des personnes qui peuvent être aussi en détresse, qui ne sont pas prêtes de changer les habitudes. Comment je me prépare pour cadrer et justement fixer ces limites? Alors, à cette question-là, moi, je vois trois réponses éventuellement, sans doute pas exhaustives, mais la première, c'est d'abord de penser à l'expérience qu'on a faite ensemble là, et donc de comprendre en fait que cette réaction, cette autodéfense est normale en fait, et donc d'accueillir, d'être dans l'accueil et de permettre en fait que la parole puisse s'exprimer, que les besoins puissent s'exprimer, que les émotions puissent s'exprimer, et d'être dans la compréhension de ce qui est en train de se jouer pour chacune des personnes. Le deuxième point, c'est l'effet miroir. C'est peut-être de saisir ces réactions des collaborateurs et des équipes pour aller explorer soi-même où est-ce qu'on en est finalement. Est-ce que pour soi, c'est si confortable que ça? Est-ce qu'on a réellement dépassé la situation et mis en place, du coup, créé des nouvelles solutions, ou est-ce qu'on a juste mis un mouchoir sur la difficulté pour essayer d'étouffer l'inconfort, mais qu'on n'a pas réellement réglé le problème. Auquel cas, c'est intéressant d'aller regarder ça parce que peut-être que soi-même, on est dans cet inconfort-là et qu'on ne l'a pas accepté pour soi-même. Donc, l'accepter pour l'autre, c'est aussi l'accepter pour soi. Et ensuite, eh bien, c'est se mettre dans une démarche de construction et de fixer par là le cadre de ce qui va être nos nouvelles modalités de fonctionnement ensemble, et aussi de quoi nous allons avoir besoin par rapport
au projet et aux objectifs à atteindre de l'entreprise, et puis par rapport aux modalités de fonctionnement qu'on veut avoir ensemble. Donc, fixer le cadre. Dans ce cadre-là, il y a de la négociation qui est possible, il y a des ajustements qui sont possibles et qui sont à discuter. Et on peut là utiliser un certain nombre d'outils, notamment ceux, par exemple, de la communication non violente, qui est vraiment un outil extrêmement puissant pour pouvoir négocier, mobiliser les forces collectives ensemble. Et puis parfois, il y a du hors cadre. Et puis pour le hors cadre, eh bien là, on passe à un autre niveau de discussion et on passe au recadrage. Est-ce que tu aurais un exemple d'une personne ou d'une équipe qui n'était pas ouverte au changement? Ou peut-être parmi vous, vous avez d'autres questions dans ce sens-là qui se rattachent à ces différentes fondations et peut-être même au sein de vos équipes, comment c'est organisé, voilà. Oui, alors des exemples dans les organisations ou dans les managers que j'ai accompagnés, que j'ai pu coacher, souvent c'est des situations qu'on traite, qu'on travaille en individuel ou en collectif. Ce que je travaille souvent avec les managers, c'est la communication non violente. C'est vraiment d'abord de revenir à soi, de pouvoir décrire la situation de manière très factuelle. Qu'est-ce qui est en train de se jouer avec ce collaborateur ou avec ce collectif? Et de pouvoir la décrire en dehors des émotions. Ensuite, analyser ses propres émotions par rapport à cette situation et ses propres besoins par rapport à ces situations et attentes. Ça peut être des attentes personnelles, mais ça peut être aussi des attentes liées aux objectifs. Et puis, une fois formulé cet état des lieux et ces besoins et attentes personnelles et organisationnelles, eh bien, c'est d'ouvrir la discussion en disant à la personne, maintenant qu'on s'est dit ça, comment toi tu vois la situation? Est-ce que tu es d'accord pour en parler? Ça, c'est le préalable. Est-ce qu'on est d'accord pour en parler? Et de co-construire ensemble la situation. Donc oui, j'ai vu ça plusieurs fois et l'application de la communication non violente et de ce mode de travail donne des résultats qui sont assez intéressants. Merci. Et du coup, ce que je viens de dire là fait le lien avec un certain nombre de convictions qu'on a envie de partager avec vous, qui sont au cœur de cette démarche. D'abord, celle de dire que oui, il y a vraiment plein de bonnes raisons de ressentir de l'inconfort dans les organisations actuellement. C'était déjà le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Que ça parle la plupart du temps de besoins qui sont réellement profonds, qui sont parfois même vitaux, voire physiologiques, et qui sont à respecter et que nous résistons car nous luttons avec nos habitudes qui sont ancrées, ces fameuses autoroutes neuronales que nous devons parfois inhiber ou remodeler, et que nos projets sont aussi mis en échec par certaines postures de défense qui vont être des postures, par exemple, de cynisme ou de réfraction, alors qu'au fond, on aspire tous à vivre dans un espace qui est bienveillant, humain et optimiste. Je pense souvent au team building que j'ai pu organiser dans les organisations. Sur les post-it, où on demande aux personnes leurs attentes, le nombre de fois où le mot travailler en coopération, travailler de manière humaine ensemble, être positif, ça ressort toujours. Il n'y a personne qui dit sur son post-it, moi j'aimerais bien qu'on soit tout le temps en conflit. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui se produit. On a le pouvoir de changer ça et d'adopter en commençant par soi des nouvelles postures, de créer finalement un environnement de travail qui va être certes challengeant, mais aussi en même temps épanouissant, contributif et dans lequel on peut contribuer et se réaliser en s'appuyant sur les relations humaines et sur le collectif. Il y a un livre qui est de Jean Stone. Jean Stone est quelqu'un qui est un peu multicasquette, il est économiste, il a fait des études aussi en management, en philosophie, en mathématiques, en informatique et en paléontologie. C'est un philosophe des sciences qui enseigne à HEC. Il a écrit L'intelligence collective, qui est vraiment un livre assez passionnant, drôle, simple et qui nous permet de comprendre cette force du collectif et cette force des relations humaines pour dépasser cette saturation dont je parlais tout à l'heure et évoquée par Olivier Houdet.
Donc, on va avoir besoin de se mettre autour de la table, ensemble, de faire fonctionner nos cerveaux ensemble, en despassant certains biais sociaux, certains enjeux de pouvoir. Et tout l'enjeu est ici, ça va être réellement vital pour les organisations. Donc ça passe par le fait de capitaliser sur nos forces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 30% de la population est capable de décrire ses compétences, de décrire sa personnalité, de décrire son expérience, donc de décrire ses forces. Et au fond, quand on peut faire ça, on peut en réalité mieux contribuer là où on a le plus de pouvoir finalement. Et ce pouvoir-là, il est bien plus grand qu'on ne peut l'imaginer en réalité. Alors pour conclure, et on va dans une minute ouvrir les micros, concrètement, quand on accompagne en fait des collectifs, et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire au sein notamment de la SNCF, et bien concrètement, on va traverser avec les équipes 6 étapes. La première, ça va être de permettre aux équipes d'exprimer leurs difficultés dans le changement. Ensuite, ça va être d'identifier les réflexes et comment est-ce qu'on peut faire autrement. Pour ensuite, dans une troisième étape, apprendre à faire des choix de manière consciente et de passer à l'action de manière très concrète. On va apprendre aussi, dans un quatrième temps, à expérimenter le lâcher-prise et à faire la différence entre le lâcher-prise et l'idée de laisser tomber. En cinquième étape, on parle de communication et on apprend à coopérer avec les autres. Et puis en sixième étape, eh bien, on adopte un discours positif valorisant les succès et les apprentissages. Donc, quand on traverse ce programme qui peut durer plusieurs mois, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est pas une formation, c'est plutôt une transformation. C'est quelque chose à expérimenter, c'est-à-dire que on va vivre en fait individuellement et collectivement des situations dans lesquelles eh bien, on est invité à muscler son comportement et donc à muscler nos connexions neuronales pour aller vers de nouvelles postures. Et donc, on va tester, on va observer, on va s'analyser et on va garder ce qui marche, essayer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui, en général, parle bien aux ingénieurs, parce que parfois, c'est la difficulté quand on propose des dispositifs. Là, on est très proche de ce que les ingénieurs utilisent en méthode agile, par exemple. Sauf que là, on l'applique à nos comportements et à nos postures. Donc, finalement, quand on vit cette expérience-là, quand on vit cette transformation-là, eh bien, on permet à chacun eh bien, d'appréhender plus facilement sa posture, de développer son habilité à répondre aux situations, d'envisager ces dernières sous un angle nouveau, et enfin, à communiquer efficacement pour obtenir des résultats, parce que c'est quand même ça l'objectif, à la fin du fin, c'est de réellement atteindre nos objectifs et d'obtenir des résultats concrets. Donc là, vous avez ici des témoignages de personnes qui ont pu vivre ce cheminement. Et ce qui est assez frappant quand on recueille ces témoignages, c'est que beaucoup ont pu vivre finalement la découverte de leur responsabilité, donc encore une fois de cette habilité à répondre par eux-mêmes aux situations et donc développer finalement un certain pouvoir d'agir, ce que les Canadiens appellent l'empouvoirment. Et donc, je vous propose qu'on ouvre maintenant aux questions pour pouvoir, dans ce dernier quart d'heure, débattre ensemble. Voilà, donc je sais, vous pouvez, j'ai pas tout à fait la vision sur le chat, il y a peut-être déjà des questions qui ont été posées ou des remarques. Sinon, je vous propose d'ouvrir les micros au fur et à mesure et puis on peut échanger ensemble.
Peut-être alors en attendant les questions, est-ce que dans la conversation, il y a eu pas mal de retours sur les différentes phases, les 5 piliers, Mhm. sur plutôt entre l'état d'esprit, les valeurs, où était située telle et telle personne. Mhm. Bien évidemment, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Vous avez des questions dans ce sens-là. Bon, bah, s'il y a pas de questions, peut-être qu'on peut. Je sais pas si là tu voulais rajouter un mot. Bah, sur- peut-être sur ce point, comme je vois pas la question, je vois pas ce qui est écrit. Peut-être comment ça vous parle, hein, cette proposition, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement? Comment ça résonne pour vous? Ou n'hésitez pas à la poser à l'écrit, s'il y en a certains. Ah voilà. Peut-être plus rentrer en détail sur ces 21 jours, Ouais, notamment pour booster la transformation. ouais. Est-ce que comment entraîner, voilà. Question de Juliette, comment entraîner la direction dans ce genre de démarche? Ouais, ouais, très bonne, très bonne question que je connais. Je peux peut-être vous partager mon expérience pour le coup là-dessus. Donc, pour ma part, j'ai travaillé, donc, comme je vous disais, sur des fonctions RH de direction dans l'équipe de la DRH au niveau du comité de direction. J'ai beaucoup travaillé avec le terrain dans un premier temps. Et c'est après avoir travaillé avec le terrain qu'on a apporté les premiers résultats à la direction et que la direction a commencé à porter le message. Donc moi, je travaille beaucoup, enfin j'ai beaucoup travaillé comme ça tant que j'étais dans les organisations, c'est-à-dire par capillarité, avec les premiers qui voulaient bien démarrer. Et ensuite, avec les résultats qu'on a, eh bien, remonter par capillarité vers la direction. Et c'est un mouvement dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que pour travailler sur le terrain avec ceux qui voulaient démarrer, je m'appuyais sur la politique globale de l'entreprise et sur la transformation vers laquelle elle voulait aller. Donc ça, c'était le message politique sur lequel je m'appuyais. Et ensuite, d'un point de vue concret, on démarre par des collectifs qui ont envie de démarrer. C'est aussi les études, hein, qui nous montrent que dans la transformation, si on veut faire basculer un collectif, on a d'abord besoin de 10% du collectif qui va s'engager et qui va commencer à bouger. C'est vrai dans toutes les transformations, qu'elles soient sociétales, culturelles ou organisationnelles ou comportementales. D'abord 10% qui ensuite va faire boule de neige. Vous allez avoir 10% qui va être devant, vous allez avoir un ventre mou qui, une fois que les 10% auront avancé, vont les rejoindre. Donc, ça va faire effet boule de neige. Et puis, on va avoir une partie qui à un moment donné, ne prendra pas forcément la direction, mais vous aurez en fait un élan qui sera engagé. Donc, moi, j'ai travaillé comme ça, par petits bouts. Et on fait remonter ensuite par capillarité. Et évidemment, j'étais tout le temps en interaction et à dire à mon DRH ce que j'étais en train de faire et également au directeur général de la direction où j'étais. Voilà comment. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Juliette. Et oui, donc merci de la part de Juliette. Peut-être dernière question, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Question, pourquoi 21 jours? Alors, 21 jours, parce que c'est les études en neurosciences qui nous montrent que pour créer et remodeler, hein, ces connexions neuronales, il faut 21 jours consécutifs d'attention particulière sur quels sont mes comportements, qu'est-ce que je peux faire à la place. Et donc, voilà, être dans un entraînement, comme si vous alliez à la salle de muscu, faire vos abdos pendant 21 jours. Donc, il y a des débats en neurosciences, hein. Certains disent 21, d'autres disent 90. Donc, ça, c'est des débats scientifiques et c'est complètement normal. Donc, on n'est pas dans un truc dogmatique. C'est la recherche.
Mais globalement, on peut dire qu'on a des résultats de recherche qui nous disent que 21 jours, c'est ce qu'il faut pour mettre en place de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. 21 jours consécutifs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit en enlevant le micro, à l'oral ou à l'écrit? Je vais peut-être préciser quelque chose sur les 21 jours. Donc, quand on invite au programme 21 jours pour booster la transformation, on va suivre les personnes pendant plusieurs mois. Et en fait, pendant ces plusieurs mois, on va les inviter à se challenger, en fait, et à faire ce changement de comportement sur 21 jours. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre, par exemple, à remarquer qu'ils sont en inconfort par rapport à une nouveauté. Donc déjà, d'être conscient de ça, d'être conscient de cet inconfort, et après de remarquer quel est le comportement qu'ils vont mettre en place par rapport à ça. Soit le comportement est efficace, et auquel cas, l'idée, c'est plutôt de renforcer ce comportement-là, soit il s'avère inefficace, et l'idée, c'est de pouvoir le remplacer, d'essayer autre chose. Donc, c'est là où on devient créatif, créateur de nouvelles possibilités, de nouveaux comportements, de nouvelles solutions. Et l'idée, c'est de pouvoir le refaire pendant 21 jours consécutifs. Donc, au travers les séquences, on revoit les personnes et on parle aussi de cette expérience-là, de l'expérience qu'ils sont en train de vivre en mettant en place cette auto-observation. Très bien. Autre question, est-ce que tu peux évoquer le lien avec le programme J'arrête de râler? Oui, alors, donc j'arrête de râler, c'est la méthode sur laquelle s'appuie ce que je viens de vous présenter, donc qui a été développée par Christine Nowicki dans son best-seller. Et donc, le lien avec le programme, ça s'appelle J'arrête de râler, c'est un titre un peu choc comme ça, parce que elle, ce qu'elle s'était dit, c'est moi, je constate que je râle face à des situations qui me font tourner en bourrique, qui me font tourner en rond, mais sur lesquelles je ne trouve pas de solution. Donc, comment est-ce que je peux transformer ça? Comment est-ce que je peux avoir une attitude différente par rapport à ça? Voilà, donc le premier point, c'est d'abord d'arrêter d'être en situation de râlerie. Néanmoins, c'est de quand même prendre en compte que cette râlerie, cet inconfort, il a une signification et il parle de mes besoins, que c'est normal en fait d'être inconfortable par rapport à des situations qui ne nous conviennent pas ou qui sont nouvelles. Voilà, donc ce que je vous disais là, c'est ça, c'est que dans les transformations, c'est normal de vivre de l'inconfort, donc c'est normal de râler. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut dépasser ça et faire autre chose à la place pour être beaucoup plus créatif? Très bien. Je pense qu'on a eu l'ensemble des questions. En tous les cas, merci à tous de vous être connectés. Merci à toi, Ida, aussi pour ce partage. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en effet échanger avec Ida ou voilà, vous souhaitez en savoir davantage, même pour vos équipes ou autres. Vous avez les contacts. Vous pouvez également aller sur notre site. Je laisse quand même la parole à Ida pour terminer ce beau webinaire. Merci encore. Bien, merci à tous. Donc oui, en effet, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on analyse plus particulièrement la situation de vos organisations actuellement, bien n'hésitez pas à contacter les équipes de First Group et on sera évidemment disponible pour en discuter avec vous. Super. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.